depuis quelques mois, il se passe quelque chose là, dans les consultations. C'est plus les mêmes discussions. Il y a des trucs un peu bizarres que je vois pas d'habitude. Donc j'ai dit à ma collègue, mais tu vois pas ça, toi? Et puis elle m'a dit, bah si, je vois un peu ça, et puis je vois aussi ça, et puis ça. Puis on a commencé à se dire, mais en même temps, c'est peut-être l'expression d'un souci un peu plus global qui est lié à la pandémie. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et à votre santé mentale ce matin, avec nous sur ce plateau, Véronique Roux. Bonjour Véronique. Bonjour. Psychologue, clinicienne et psychothérapeute, et vous êtes venu avec Maximilien Bachelard, dont c'est la rentrée. Bonjour Max. Bonjour. Enfin, je vous appelle Maximilien, pardon. C'est pas grave. Docteur en psychologie, psychothérapeute et président de l'Institut du Comment. Comment ça va Maximilien? Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Oui, c'était très bien. C'est très bien, mais j'ai eu la sensation de ne pas avoir de vacances. Apparemment, je suis pas le seul, mais bon. Pourquoi? Vous êtes parti tôt? En plus, vous êtes parti dans des contrées lointaines, ouais. Mais où ça covidait pas mal, par contre. Hein. Ah non, juste après. Ah oui, donc, c'est ce que j'ai pensé. C'est juste après vous que ça a covidé. Le temps de disséminer des trucs et puis de repartir. On va s'intéresser à la santé mentale des Français 1 an et demi après le début de la pandémie de la Covid. Est-ce que vous avez constaté tous les deux dans vos cabinets une augmentation de gens qui sont venus vous voir et présentant des symptômes qui sont liés à cette pandémie? Oui. Véronique? Oui. Parce qu'au début, quand je vous ai posé la question, il y a quelques mois, vous m'avez dit non. Eh bien là, oui. Alors moi, j'avais refusé une émission. Vous m'avez refusé complètement. Vous m'avez retoqué le sujet. Mais non, mais parce que tout le monde parlait de ça tout le temps, c'était insupportable. Et je me suis dit, il n'y a aucune plus-value. Mais depuis quelques mois, je me suis dit, mais il se passe quelque chose là, dans les consultations. C'est plus les mêmes discussions. Il y a des trucs un peu bizarres que je vois pas d'habitude. Donc j'ai dit à ma collègue, mais tu vois pas ça, toi? Et puis elle m'a dit, bah si, je vois un peu ça, et puis je vois aussi ça, et puis ça. Puis on a commencé à se dire, mais en même temps, c'est peut-être l'expression d'un souci un peu plus global qui est lié à la pandémie. Des inquiétudes. Ouais. En tout cas. Donc on a commencé un peu à se poser des questions sur mais comment ça se fait qu'on est là? On en est là. Donc, il y a l'histoire du confinement, il y a l'histoire de la vaccination, tout ça. À chaque fois, c'est des vagues qu'on va venir ressentir plus ou moins dans les consultations. C'est pas l'objet des consultations, mais on sait bien que ça a rallumé les questions sur le complotisme, qu'on est toujours dans des communications très paradoxales, notamment de la part des médias ou des pouvoirs publics. Il y a des explications par rapport à ça, mais c'est comme ça. Les gens sont devenus aussi tous médecins. Donc la logique médicale s'est confondue avec la logique populaire. Donc tout le monde se met à interpréter dans tous les sens des choses qui sont pas explicables par le Kidam et y compris pour nous, psychologues. Donc il y a toutes ces choses-là. Et puis moi j'ai pu noter tout ça en préambule. J'ai pu noter un phénomène que je voyais peu il y a quelques années. Je me suis intéressé aux fake news. Les fake news, il y avait toujours quelques personnes qui inventaient des histoires, et puis c'était brodé, rapporté, et puis ça contaminait Internet. Et là, on a constaté que producteur de fake news, ça commençait à devenir une activité, une passion, un hobby pour plus de monde qu'avant. En tout cas, moi, c'est ma perception. Et donc, on a vu fleurir des gens qui inventaient une histoire du début à la fin, et qui, au bout de quelques semaines, vous disaient, dans les médias, c'est complètement faux, j'ai inventé. Donc là, je me suis dit, finalement, ça a créé des vocations de pouvoir... Oui, puis je... Alors, Véronique, oui, mais dans votre micro. Donc, rapprochez votre micro de vous. Voilà, ça, c'est important. Ok. Oui, mais je pense qu'il y a aussi les informations qui sont soit paradoxales, soit parfois incomplètes. On va lâcher un bout d'information à la rentrée, par exemple. Il va falloir mettre en application un nouveau protocole. 3 petits points. Au début de l'été, on a eu un petit peu ça. Donc dans les 3 petits points, je pense que les gens, ils ont mis plein de choses dedans. Par anticipation, par crainte. Alors sur différents sujets, est-ce qu'on va reconfiner, est-ce qu'on va pas reconfiner, les enfants, ce sera obligatoire, pas obligatoire. Donc chacun y allait aussi de sa propre interprétation par manque justement d'informations très cadrées, très directes, données dès le départ. Très factuelles en fait. Voilà. Et puis c'est la rentrée septembre, donc on s'attend souvent à ce qu'on recommence d'une certaine manière, et puis là ça a été le passage à la rentrée, donc on en parlera un peu par la suite. Mais il faut aussi pas oublier
Et moi, je me suis replongé avec ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait des vidéos chocs que peut-être certains se rappelleront. On avait une femme qui se faisait engueuler par les flics parce qu'elle sortait d'un supermarché avec du Coca-Cola. Elle se faisait sermonner parce que c'était pas des denrées indispensables à acheter. On en avait une qui crachait sur les policiers au nord de Paris, qui hurlait qu'elle était contaminée. On lavait les courses à la javel, souvenez-vous. On les mettait dans un sas. Il fallait pas les toucher pendant 1 heure. 3 jours après, il fallait pas les toucher pendant 24 heures. Donc, on était dans ce système-là. Non, et après, on est resté sur 2-3 jours. Enfin, je me rappelle les emballages. Il fallait laisser vos yaourts pourrir dans l'entrée pendant 4 jours et pas les toucher, mais avec des gants, de la javel, etc. Il n'y avait plus de papier toilette. En 5 minutes, il n'y a plus de papier toilette, plus de pâte alimentaire. Pénurie de masques, donc ça, on l'a oublié, mais c'est important de se le rappeler quand même. Qu'on l'ait oublié aussi vite, alors qu'on l'a vécu. Cette psychose des lettres envoyées, des emballages de courses, de papier hygiénique. Je ne sais pas si on l'a vraiment oublié. Je pense qu'on a voulu passer très vite à autre chose. Peut-être ça nous a marqué quand même. Et que pour le coup, il y a la crainte que ça revienne à nouveau. Et je pense que ça se manifeste dans le fait de devoir ressortir. Parce que d'une certaine manière, on voulait en parler après, mais ça me fait penser à ça. On vous dit, allez-y, sortez, retournez au boulot. Mais en même temps, le message qu'on vous a bien engrammé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est si vous sortez, vous allez tous mourir. Il y a des zombies, on va tous mourir, il faut vous calfeutrer chez vous, c'est la guerre, tout le monde tire, quoi. Et finalement, sur une période très courte, 1 an et demi, allez hop, faut sortir, faut retourner au boulot, ça suffit, quoi. Et évidemment, rationnellement, on se dit, on a eu le temps de digérer, mais je me demande si quand même, ça n'expliquerait pas des réticences. Oui, et puis tu fais ce mouvement-là, mais je crois que c'est un peu ça. On a l'impression, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, que je vois, on démarrait, on calait, un peu marche arrière, on redémarre, on recale, hop, et que ça avance vraiment comme ça. Et que du coup, les patients... Par saccade. Voilà, les patients que je vois un peu aujourd'hui... c'est comme s'il y avait des sas de décompression, des paliers de décompression. Mais on ne sait jamais où est-ce qu'on va décompresser après. Si on peut, si on doit, si on va y aller, si on ne va pas y aller. Donc il y a ce flou-là qui met les gens, je trouve, dans une certaine incompréhension, une impossibilité d'anticiper quoi que ce soit. On parlait de la rentrée, mais un peu avant, c'était les vacances. Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances ? On réserve pas, on y va pas. Au dernier moment, on est parti, mais une fois là-bas, ça se décline comment ? Suivant les départements, les bars ouverts, bars fermés, passe sanitaire, passe... enfin, voilà. Et puis déjà dans nos consultations... Zone orange, zone rouge, on part en zone orange, on revient en zone rouge, on se fait une période de quarantaine. Donc effectivement, on voulait redémarrer pour travailler, mais non, on ne peut pas redémarrer parce qu'on est en quarantaine. C'est ça. Donc finalement, ce que vous voulez dire, Véronique, c'est que les gens ne redémarrent pas complètement en fait. C'est ça. On n'arrive pas à redémarrer. Et du coup, ça fait poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on continue comme ça, on se réorganise, on se réorganise pas. Et finalement, le socle, c'est sur quoi on se base. Et c'est logique de pas redémarrer parce que c'est pas fini non plus. Vous voyez, il y a quand même quelque chose. Mais toujours avec cette crainte de demain, il va se passer quoi ? Il y a eu un symptôme aussi que j'ai trouvé drôle, je crois que c'était vers juin ou juillet, et puis quand je suis revenu un peu en août, il y a des gens qui, il y en a eu plusieurs couples notamment, qui m'ont écrit en me disant désolé, on pourra pas être là dans 2 jours parce qu'en fait on se tire en vacances. Et ça peut vous arriver une fois de temps en temps, mais là j'en ai eu plein. Puis qui m'ont recontacté après, mais certes sur un coup de tête, ils se sont dit on y va pas en vacances, et puis allez hop, on y va, ça suffit, il faut qu'on se tire. Finalement, on est parti. Il n'y a plus cette anticipation, avec une reprise de plus en plus de rendez-vous, mais un peu en retard. Donc il y a ces mouvements-là qu'on sent, on le voit, ça fluctue et c'est pas les mêmes réactions habituelles. Comme s'il fallait sauter sur l'occasion et le moment, prendre le moment présent, parce que on sait pas. On peut pas anticiper, on peut pas prévoir. Ce qui est pris est pris, hein. Eh ben exactement. Après ce qu'on a vécu, ma bonne dame. Oui, faut prendre là où c'est le moment. Bonne ouverture, on y va. Moi, j'ai eu la sensation aussi que chez certains, ça a révélé beaucoup de questions évidemment existentielles sur qu'est-ce que je fais dans ce boulot-là, et puis comment j'appréhende mon travail. Donc, moi, j'ai eu des exemples qui étaient parfois assez antinomiques entre celui à qui on réadapte le poste de travail 2-3 fois et qui veut pas retourner au boulot, qui fait tout un scandale, qui fait venir les syndicats et qui se retrouve pendant 1 an chez lui à plus travailler. Et en même temps, des gens malades ou handicapés qui se battent pour retourner au boulot
pour contribuer à l'effort de guerre, qui sont heureux, qui se disent bon je vais y aller quand même, puis le patron qui refuse parce qu'il dit vous êtes dans une situation compliquée, donc moi je veux pas qu'on me tombe dessus si vous chopez le Covid. Donc on a encore ce truc là qui peut-être finalement révèle aussi, comme d'habitude, une crise va venir révéler des problèmes qu'on avait auparavant, quoi. On parlait de l'année dernière, mais on n'a pas parlé aussi de cette fameuse pénurie de masques qu'on devait mettre ou pas porter. Mais quand même, depuis 1 an et demi, on porte le masque. Ça dépend où vous allez. Non, mais ça change beaucoup quand même. Quand vous faites une journée de boulot, je suis désolé, avec le masque pendant 8 heures, ça change quand même votre vie. Oui, mais moi je trouve qu'on le met moins. Je ne sais pas si vous le constatez, ça dépend des sphères où on est, mais moi il y a des endroits dans lesquels je peux travailler, intervenir, on ne le met plus en fait. Et c'est une discussion que j'avais avec un collègue médecin, je lui disais, il nous faut en fait psychologiquement une date pour savoir quand ça va s'arrêter. Alors il me disait oui, mais on n'a pas de date, et puis c'est comme ça, il faut mettre les masques. Je lui dis oui, je suis d'accord avec toi, mais quand on ne sait pas quand ça va s'arrêter, il y a une usure qui fait qu'on ne peut pas tenir sur le long terme. Et que pourquoi parce que c'est une espèce d'attente infinie. Si vous vous dites Monsieur Macron nous dit finalement le 15 décembre c'est terminé, il n'y aura plus de masque, mettez-le à fond, ça va bien marcher. Le problème c'est qu'il peut pas le dire puisqu'il sait pas ce qui va se passer. Donc cette incertitude fait que ça dure. Et donc à un moment donné vous pouvez pas. Le fait qu'il y ait entre guillemets, je vais accentuer le trait, une fin au supplice, on se dit dans 2 heures c'est fini. Déjà psychologiquement on se dit bon, on met un dernier coup et après on arrête. Mais comme la date qui est vers novembre, la levée du pass sanitaire reste floue, n'est pas bien claire et souvent est soumise à possiblement remise en question, les gens peuvent pas fournir un effort en fait. Oui, puis on jouera peut-être plus facilement avec les limites pour le coup, en se disant on peut peut-être se permettre parce que la règle n'est pas claire. Mais les gens peuvent pas se projeter dans un monde où on aura toujours le masque. Ça c'est impossible. Il y a un exemple que tu m'avais donné par rapport à l'école, tu te rappelles ? Oui, justement, c'est ce que j'allais prendre à contre-pied. Il faut savoir quand même que dans les écoles, le port du masque, il est obligatoire. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'entendre ces adolescents, plus que les plus petits, qui, je pense, sont beaucoup plus plastiques, beaucoup plus souples, en tout cas, sur les répercussions que pourrait avoir le port du masque. Le port du masque. Mais les ados se posent beaucoup de questions et disant nous, on n'a jamais vu le visage entier de notre professeur. On n'a jamais vu notre prof. On n'a jamais vu notre professeur. Bah oui, et je lui ai dit c'est vrai, je m'en rendais pas compte. Et ils ont fait leur année scolaire en ayant en face d'eux un professeur. La moitié. La moitié. Et alors il y a des jeux assez rigolos, du coup, ils essayent au moment de la cantine ou un peu avant, devant l'école, de voir si le professeur enlève son masque, à quoi il ressemble. Ils cherchent à savoir à quoi il ressemble. En complet. Voilà. Mais ça change quelque chose quand même. Le visage, c'est quand même une vitrine, une porte d'entrée relationnelle. Et puis là, on l'a pas en fait. Ouais. On l'a pas. Je crois que même si les adultes, on a cette conception d'avoir un visage complet, les enfants, c'est un peu différent pour eux. Voilà. C'est comme la radio en fait. Il y a des gens qui vous écoutent et qui ne vous voient pas, Véronique et Maximilien, et qui vous imaginent. Et quand ça fait 10 ans que tu connais quelqu'un et que tu le vois en vrai, et que tu vois la vidéo, tu dis. Ah ben non, Maximilien, je le voyais pas comme ça. Je l'imagine pas comme ça. Il est plutôt beau gosse. Non, c'est les commentaires que je lis, Véronique. Il est plutôt. Bon. Non, mais plutôt. Mais déjà, c'est pris. Et nous parlons ce matin de la santé mentale des Français avec 1 an et demi de pandémie avec Maximilien Bachelard qui est là et Véronique Roux. Véronique, vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute et Maximilien, vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute. Alors, on parlait tout à l'heure de ces gens que finalement, on ne connaît qu'avec un masque. Mais quel est l'impact pour un enfant d'1 an et demi, par exemple, de ne voir que des gens autour de lui qui ont des masques ? Dans son développement, est-ce que ça a un impact ? Alors, il y a plein de réflexions autour de cette thématique-là. Pour ma part, je suis un peu moins inquiète sur les enfants qui vont grandir avec le masque, parce qu'il y a une vigilance particulière de l'environnement à pouvoir aussi se présenter sans masque, les parents, le domicile, voilà. Là où je suis un petit peu plus inquiète, c'est pour les adolescents, préadolescents, adolescents. Pourquoi ? Effectivement, le port du masque obligatoire à l'école, on l'a dit, donc toute la journée, ils sont avec juste les expressions des yeux, mais surtout tout ce que ça a engendré.
suite au confinement, le fait de se retrouver enfermés sur eux-mêmes, sur les tablettes, couper des liens sociaux, du contact avec l'autre, être en groupe, l'ado fonctionne en groupe, et ce contact physique, c'est ce manque de lien. Sur les plus petits, on va être beaucoup plus vigilant à ça. Voilà, c'est une autre façon de communiquer. Là, à mon avis, en pleine adolescence et préadolescence, ils ont besoin de ce lien, de cette communication qui passe dans l'oralité et cette confrontation physique. Et là, il y a quand même eu ce confinement qui les a empêchés d'être vraiment en face à face, de vivre, de se regarder, d'échanger, ne serait-ce que par l'intermédiaire donc des écrans. Et là aussi, ça crée un vrai paradoxe. Voilà, je veux pas que mon enfant soit sur les écrans, je fais attention. On a eu toute un développement beaucoup d'injonctions. Voilà, sur ça. Et en même temps, pendant le confinement, si vous n'aviez pas la tablette, si vous n'aviez pas l'ordinateur, vous ne pouviez pas faire les devoirs. Ou si vous vouliez que votre enfant reste un minimum en lien avec ses copains, ses copines et continue sa socialisation vraiment de façon dynamique, il n'y avait que ce support-là. Mais c'est même pas tant avoir une tablette, c'est avoir une tablette ou un ordinateur par enfant. Bah oui, parce que le soir, ils vont pas faire ça à la queue leu. Donc, on se retrouve avec 3 enfants, un ordinateur, 2 tablettes, débrouillez-vous, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose mécaniquement qu'on a pu constater dans les consultations, c'est qu'après, ça devient, pour certains, compliqué de sortir, parce qu'ils n'ont plus l'habitude, ou alors au contraire, ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir de la maison pour retrouver les copains. Donc moi, je commence à avoir de plus en plus de demandes d'enfants qui n'ont plus envie de retourner à l'école avec cette dimension-là. Ouais. Ah oui, parce qu'ils ont fait beaucoup plus d'écrans. Et donc ils ont pu, pour certains, ceux qui avaient ce qu'on appelle une phobie scolaire, au départ étaient bien contents que la pandémie arrive parce qu'ils avaient pu à sortir, et puis le rêve parfois un peu fantasmatique d'avoir que les cours à distance et de ne plus avoir le contact confrontant, harcelant, embarrassant des autres, et bien était annulé. Donc il y a ce truc là aussi. Oui, et à contrario, certains adolescents qui ont vraiment beaucoup souffert de ne pas être en présentiel, parce que le support uniquement de lecture et d'écriture pouvait les mettre en difficulté, et que ça passait surtout par le prof me parle, j'intègre, j'assimile. Oui. Il y a une question de relation. Il y a une dynamique dans les échanges, et ça les a mis en grande difficulté. Je sais pas si t'en as, mais moi c'est une catastrophe. J'ai beaucoup de parents qui me disent il ne se met plus au travail. Mais en même temps, quand le gosse a 3 vidéos à regarder dans la journée, qu'il a 15 fichiers PDF à lire sur un écran, alors qu'en plus on a passé son temps à lui dire de ne pas être sur les écrans. Comment voulez-vous intégrer quelque chose ? Vous voyez, c'est important le regard de quelqu'un, et puis qui vous explique, en direct. Vous voyez, imaginez que vous avez un problème de maths que vous n'arrivez pas à faire. Les parents sont obligés d'aller regarder le cours, sont obligés d'essayer de comprendre. Après, on comprend, on appelle le prof ou on fait une visio avec. C'est compliqué à expliquer, quoi. On a envie de dire, comme quand on ouvre un moteur, attends, je passe voir ce qui va pas, en fait. Donc, les parents, parfois, sont un peu embarrassés, mais je leur dis, moi, en même temps, c'est pas naturel. La reformulation et l'adaptation en direct à l'élève, par exemple, je pense que ça a été un peu compliqué. Et il y a l'effet de motivation aussi, parce que quand on est dans une classe, il y a tout un rituel, on sort, on va en cours, on n'y va pas pour rien. Là, si vous en avez marre, vous fermez la tablette, vous coupez Internet, vous allez manger un truc, vous faites ce que vous voulez. D'une certaine manière, toute cette dynamique groupale qui nous amène à nous mettre au travail, on l'a pas. Donc cette histoire de solitude, j'ai envie de dire, avant la pandémie, on aurait pu imaginer que chez certains adultes, c'est facile de se mobiliser tout seul. Mais alors là, ça a été une multitude de jeunes qui ont dû faire face à ça vraiment tout seul, alors que justement l'intérêt de l'école et du groupe, il existe en fait. On fait pas simplement l'école parce que ça nous arrange de former des gosses par paquet. C'est que ça a un intérêt motivationnel, de comparaison, de concurrence, d'explication, de soutien, etc. Voilà, de solidarité entre eux. T'as fait tes devoirs, tu les as pas fait, t'as compris quoi, comment t'as compris, tout ce qu'on maîtrise pas et qu'on ne voit pas et qui se passe à l'école entre jeunes. Mais on nous vendait avant la pandémie une société de e-learning en vantant l'intérêt du e-learning, en disant mais vous vous rendez pas compte, le e-learning c'est la possibilité d'avoir tous les cours du monde entier qui viennent chez vous. Pour un adulte, pourquoi pas ?
Déjà, c'est pas la même chose. Parce que ceux qui disent ça sont pas les enfants. On est d'accord, Philippe, c'est les adultes. C'est vrai. Et du regard d'un adulte, si vraiment il y a un sujet qui vous plaît, qui vous intéresse, vous pouvez vous faire une conférence de 3 heures sur YouTube. Sauf qu'un enfant est rarement dans un appétit débordant pour apprendre à faire des statistiques ou faire de la géographie, de l'histoire, des maths, de l'économie. Donc il faut qu'il y ait quand même quelque chose de plus engageant, de plus appétissant. Et je vais vous dire, les adultes, beaucoup, cherchent maintenant cette facilité à vouloir faire ça en distanciel. Et c'est pas forcément très intéressant parce que il manque quand même tout ce partage, tout cet échange. Et moi, je me dis parfois, mais c'est quoi l'avenir dans 15 ans ? C'est Carrefour Drive, Amazon, je sors plus de chez moi, je travaille et je suis des cours en parallèle de mon salon. Et donc je sors pour faire quoi alors ? Il n'y a plus rien. Non mais c'est ce qu'on nous vendait. Et puis après les gens, en étant enfermés, se sont rendus compte qu'ils étaient attachés au fait de pouvoir sortir, de pouvoir aller en cours et finalement de pouvoir interagir les uns les autres. Donc peut-être ça a eu du bien parce qu'on a pris conscience que non, le e-learning c'était et que de se faire livrer en permanence, c'était peut-être pas ce dont on avait envie. Qu'on avait envie aussi d'aller faire nos propres courses et d'aller dans nos propres amphis. Voilà, exactement. Et puis j'ai prendre envie. L'air. Oui, et puis et prendre l'air, il y a une histoire de décor, exactement. C'est-à-dire que quand vous allez à Paris, par quoi sont remplis les Starbucks ? Par des étudiants, en fonction des horaires. Et qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont en tailleur, ça fait 4 heures qu'ils boivent leur café avec un ordinateur, alors qu'ils ont une chambre pour faire ça. Mais en fait, ils ont besoin de sortir, d'être dans un autre contexte qui va les encourager à travailler. Donc rester chez soi, évidemment, ça peut être intéressant temporairement, mais apparemment, il y a des gens qui rêvent de tout numériser, tout digitaliser, mais ça veut dire que finalement, on sortira plus de chez soi alors. Donc ça, c'est quand même compliqué, parce qu'en termes de motivation, ça peut manquer en fait. Et quand on est un adulte et qu'on cherche un contenu, c'est pas la même chose que quand on doit aller en cours, quand on a 12 ou 13 ans et qu'on n'a pas envie d'y aller. Et on a encore moins spécialement envie d'y aller, même si ça passe par une tablette. Parce que c'était le discours quand même des politiques 1 an ou 2 avant, c'était de dire on va déclencher des millions d'euros. On va numériser l'éducation nationale. On va envoyer des tablettes à tout le monde. Bon, finalement, ça marche plus au bout de 3 semaines, il n'y a pas d'informaticien pour gérer. Enfin, et donc, on claque des millions pour récupérer un retard, ça c'est sûr. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que, y compris des universités françaises, étaient au Moyen-Âge. Alors, on a vu apparaître des sujets très clivants, la vaccination, pour n'en prendre aucun, il y a aussi les QR codes. Donc, finalement, quel est l'impact dans les cabinets de voir des gens qui, sublimement, ont des idées très tranchées sur des sujets, finalement ? Dans la famille. C'est les guerres. C'est les guerres, ça a déclenché des guerres. C'est des guerres. Véronique. Ouais. Quand vous avez un enfant qui, lui, ne veut pas se faire vacciner, que vous avez les parents qui disent par autorité, tu vas y aller. Déjà, ça met un peu d'ambiance à la maison. Quand vous avez un parent qui dit non et l'autre qui dit oui et que l'enfant au milieu, il sait pas trop quoi faire, là aussi, ça met un peu plus d'ambiance. Avec l'astuce du gouvernement, quand même, qui a fait un truc historique et qui a dit, il n'y a qu'un seul des parents qui décidera. On n'a pas besoin de l'autorisation des 2 parents. Le jour où j'ai entendu ça à la télé, je me suis dit, en fait, il veut déclencher une guerre, quoi. Parce qu'il n'y avait plus l'idée qu'il fallait que les parents soient d'accord. Donc, imaginez qu'un couple... Imaginez qu'un couple parental soit divorcé. Parfois, il arrive sur cette planète qu'ils ne s'entendent pas, ce qui paraît. Mais alors, vous donnez autant de pouvoir à l'un ou à l'autre. C'est quand même... Donc, toi, tu as pu voir ça aussi. Voilà, c'est des sacrés bras de fer, en tout cas. Qui mettent parfois les enfants en grande difficulté, puisqu'on en arrive à on fera ce que tu voudras, ou t'as qu'à dire ce que tu penses, mais est-ce qu'on est en âge à un moment donné de prendre cette décision avec ces enfants qui se posent la question de est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire. Leur référentiel, ça va être l'information, la famille, donc ils vont entendre d'un côté, il faut y aller parce que tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça, et voilà. De l'autre côté, non, on n'a pas assez de recul sur le vaccin, je prendrai pas cette décision, et on leur demande à eux finalement de trancher. Enfin, voilà, on rentre dans des conflits, des prises de tête pour ces enfants qui sont un peu perdus au milieu et qui disent, moi, je sais pas quoi faire. Et ça, c'est du concret qu'on a, parce qu'après, il y a la grand-mère qui va dire à son petit-fils qu'il reconnaît pas son père, parce qu'il a jamais été comme ça. Donc, il y a une sorte d'hystérie de la radicalisation, parce que monsieur, d'un seul coup, est devenu médecin, il a tout compris. Madame, elle a peur de tout, ou elle comprend pas. L'enfant est au milieu. Donc ça, on a ce truc-là, en fait. Les gens viennent pas en nous disant... Hystérisation de la radicalisation. Ah ouais, pour moi, c'est ça. Ouais.
Ouais. le dis clairement, mais de toute façon, c'est le thème. Vous l'avez vendu à Zemmour, j'espère. Exactement. Ouais. Eh ben, c'est lui qui me l'a pris à la base. Mais je pense que ça va être les enjeux par la suite. Parce qu'on est dans des trucs où il est difficile d'avoir dans une famille des gens qui peuvent tourner autour de ce sujet-là sans qu'on se prenne trop la tête. Mais non, parce qu'il y a quand même l'idée du vaccin. Oui, il y a des familles quand même. Il y a des familles où ils arrivent à prendre leur décision. Parce que le problème, c'est de confronter une bonne décision à une mauvaise décision. Le problème, c'est qu'il n'y en a ni une bonne ni une mauvaise. C'est un choix. C'est un choix. On est à l'ère de l'information. C'est un choix. Donc, comme on a plein d'informations, on se dit... Les enfants étant très sensibles à ça, moi je parlerai beaucoup plus de ces fameux ados qui vont se questionner à la rentrée. Est-ce que toi tu l'as fait, tu l'as pas fait, et qui vont se confronter. Mais comment ils fabriquent leur opinion? Parce que c'est un peu comme c'est quand vous avez des familles qui votent à gauche, des familles qui votent à droite, des familles où il y en a un qui vote à gauche et l'autre qui vote à droite. Comment est-ce que les enfants dans ces cas-là se forgent-ils leur opinion? C'est bien ça qui est compliqué. Un enfant va aller chercher son information d'abord, effectivement, auprès de ses parents. Instagram, la cour de récréation, le QR code. Je veux pas me faire vacciner, mais mes copines, elles vont au cinéma. Il n'a pas de réponse à ça. Il va aller chercher un peu ailleurs. D'où la nécessité, effectivement, qu'il soit en contact avec ses pairs pour pouvoir confronter un peu tous ses avis, etc. Après, ça peut rester. Aujourd'hui, ça reste un gros problème. Alors, on parle de la santé mentale des Français. Comment ils vont, les Français, 1 an et demi après le début de la pandémie? On en parle avec Véronique Roux, qui est avec nous, et Maximilien Bachelard. Ils vont comment, Véronique, les Français? Ils sont épuisés. Moi, je trouve que vraiment, ils sont épuisés, fatigués, mais extrêmement courageux. Mais là, quand vous dites fatigués, c'est-à-dire? Fatigués parce que c'est assez répétitif depuis le premier... C'est chiant. Ouais, c'est long, Quand on allume la télé, c'est chiant. C'est long, ça ronronne, et toujours cette incertitude, où est-ce qu'on va, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait. Donc, un système familial qui rabâche, qui répète, sans forcément voir d'avancée. Ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, ça patine un petit peu. Et à force de répéter, on ne sait plus si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est ça qu'on devrait faire. Il y a des questions existentielles qui viennent. Voilà, d'où effectivement certaines personnes aujourd'hui où moi je me dis je ne les aurais peut-être pas vues en consultation s'il n'y avait pas eu cet épisode de pandémique. Mais ils viennent vous voir, Véronique, parce qu'ils sont fatigués? Parce qu'ils ne sont même plus sûrs de ce qu'ils ont pu mettre en place aujourd'hui dans leur méthode. Voilà, beaucoup viennent vérifier en disant mon petit il bloque, il veut plus aller faire pipi, ou il veut plus aller à l'école, ou qu'est-ce que je dois faire? C'est des choses au quotidien qui pouvaient se réguler à l'intérieur d'une famille de façon très spontanée ou naturelle. Aujourd'hui, il y a ce doute de savoir s'ils font bien, parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils répètent et qu'ils ont été sur eux-mêmes, enfermés sur eux-mêmes, pour le coup, et que la créativité est un peu épuisée, quoi. Ouais. C'est les compétences des familles qui ont été débordées. C'est vrai que certaines viennent vérifier des choses où il faut leur rappeler que leur enfant de 6 ou 7 ans, il a 6 ou 7 ans, donc il est chiant. Et qu'il n'a pas forcément de problème grave. Et que peut-être notre boulot, et moi souvent j'arrive à repartir sur ça. Quand vous dites qu'il est chiant, c'est simplement qu'il est un enfant, non? Oui, c'est un enfant, donc par définition il est chiant, donc il veut pas se brosser les dents, il veut pas de légumes, il fait une crise, et il voit bien qu'il tire sur une ficelle parce qu'il a pas envie, que c'est son job, mais que les parents d'une certaine manière sont parfois tellement fatigués qu'ils savent plus. Et donc, moi, mon boulot, c'est parfois aussi de leur dire, il y a peut-être quelque chose d'assez normal. Et je trouve que je suis plus amené, en tout cas pour ma part, à faire un boulot indirect auprès des parents que de voir des problématiques chez les enfants en soi. Oui, après, de rassurer les parents, de leur dire que voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de rabâchage, mais que ça passe aussi par ça. Et le fait d'avoir été les uns sur les autres, ça permet aussi de voir tous les jours sur quoi on bute. Voilà, pas trouver la solution extérieure forcément, ou la propre résolution du problème par l'enfant, par lui-même, qui compte sur ses parents à un moment donné, et le parent qui dit mais moi je répète. On a des espèces d'œillères comme ça qui se mettent en place, et en disant mais je sais plus quoi faire. Après, plus généralement, si on sort un peu de ce point-là, il y a des problématiques moi que j'ai pu retrouver un peu plus, les difficultés de sommeil, des angoisses, des cauchemars, des gens qui n'arrivent plus vraiment à s'endormir, à avoir le sommeil qu'ils avaient auparavant, beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que je fous là.
j'ai envie de déménager. Alors moi, j'y croyais pas trop à l'époque. Des gens qui déménageaient, je me disais bon, ça va se calmer, c'est les journalistes. C'est un truc de bobos citadins qui font du yoga à Paris. Alors, moi, je peux pas vous dire que ce que je vous dis est certain, mais de ce que je vois, j'ai vu des gens déménager et j'ai vu des gens qui sont dans des vrais projets. J'ai vu beaucoup de gens mettre leur maison en vente et parce qu'il y a cette question de nouveau sur est-ce que ce contexte me va, est-ce que ça me convient tout ça. Il y a la problématique du retour au travail, on veut plus s'ennuyer avec les collègues, certains sont très contents de rentrer, d'autres ont vu des bénéfices au télétravail, notamment un monsieur que je suis, il est très embarrassé parce qu'il avait tendance à avoir beaucoup de temps pour lui en fait au boulot et à faire ce qu'il voulait. Et donc chez lui, il faisait sa journée de travail en 3 heures quoi. Sauf que là, quand vous avez un patron qui vous regarde, il faut bien faire semblant de travailler. Donc, il va devoir reprendre la voiture. Et il me dit, finalement, les 35 heures que je faisais peut-être en 15 ou 20 heures, je les refasse. Enfin, je reprenne ma voiture. Et le temps va s'étirer. Donc, tout le monde n'a pas trouvé un inconvénient au télétravail. Il y en a qui ont trouvé ça génial. Donc, on trouvait ça, voilà. Et puis, encore une fois, je reviens là-dessus. Mais c'est vrai que la question des enfants est repartie. Parce que je crois qu'on a eu au moins 450 classes qui se sont fermées dès la première semaine. Donc on peut se dire... Mais c'est peu. Oui, mais c'est peu, mais quand vous êtes par exemple en micro-entreprise ou quand vous êtes chef d'entreprise et que le mari ne peut pas garder les gosses, vous faites quoi alors ? Il n'y a plus rien. Donc vous êtes obligé de faire appel à mamie, mais si mamie elle a 600 km, on est reparti dans les problèmes. Donc la question financière repart. Moi j'ai aussi beaucoup d'angoisse financière. Les patients ne me parlaient pas spécialement d'angoisse financière et là j'en entends de plus en plus. Oui, ou organisationnelle. Financière et organisationnelle. Donc ça traîne, ça continue et ça vient tirer sur d'autres problèmes à chaque fois régulièrement, puisque quand vous avez un souci, vous vous dites quelle stratégie je vais mettre en place, sur qui je peux compter, et donc vous faites le tour, et puis vous voyez que la grand-mère elle a déjà donné pendant 1 an, vous voyez que le mari qui tient une entreprise, faut bien qu'elle redémarre, que la mère elle dit c'est bon, moi j'ai passé des heures sur les tablettes avec mes enfants, j'en peux plus, donc il y a un effet de lassitude quand même. Et c'est là où je remercie le calendrier finalement politique. Je pense que les élections présidentielles vont suffisamment agacer les Français, et plus que d'habitude, je crois, et ça va venir laver le problème, d'une certaine manière. Parce que quand vous allumez la télé et que vous en êtes au 40e débat de la semaine sur le Covid, là, je pense qu'on aura enfin quelque chose d'autre, ça sera content. On va changer de séquence alors ? C'est ça ? Moi, je pense tout doucement, ouais. C'est bien possible. Ouais. Ils vont nous remettre un petit coup d'immigration, un petit peu d'islam, un petit peu de séparatisme. Voilà, on va pouvoir se redétester comme fait un Français normal. C'est-à-dire, on va pouvoir mépriser le voisin, on va pouvoir être dans l'interprétation que on peut pas vivre ensemble, etc. Mais on sera enfin porté sur peut-être des réflexions plus intéressantes. Peut-être d'autres préoccupations. On parlait de bouffée d'oxygène. Peut-être c'est changer de sujet aussi un peu, varier un peu. Est-ce que vous constatez une augmentation du nombre de dépressions, par exemple ? J'ai l'impression qu'on parle plus du mot dépression, que c'est un mot qui a été complètement banni du vocabulaire, la dépression, comme si c'était avant, c'était au XXe siècle qu'on faisait des dépressions. Aujourd'hui, on fait des burns quelque chose, mais en tout cas, on n'est plus en dépression. Véronique, moi je trouve que c'est un terme qui a disparu avec le temps, mais il y a plein d'explications. Il a disparu. On est d'accord que le mot dépression, il est plus employé. Ouais. C'est comme si c'était grave ou une maladie, il fallait pas en parler de la dépression. Déjà, du coup, on met un autre mot dessus. C'est un truc de faible. Tandis que si on est hyper actif, hyper engagé, en burn-out, trop intelligent intellectuellement pour se fondre dans la masse ou ce genre de truc. Hyper sensible, on est tous hyper quelque chose, d'ailleurs, vous remarquerez. Derrière, il peut y avoir cette question de fatigue, de ne pas y arriver, etc. Mais c'est connoté d'une manière parfois un peu plus positive. Dans la relation à l'autre aussi. Le burn-out, tout ça, c'est lié à tout. Moi, c'est comme ça que j'ai tendance à le voir plus souvent. Et puis, la dépression, elle se manifeste parfois uniquement par des symptômes annexes comme l'angoisse, l'anxiété, les troubles du sommeil. Et il est rare que les gens se disent d'eux-mêmes « je suis déprimé ». Oui, mais parce qu'il y a cette connotation un petit peu de maladie. Alors, ça m'est arrivé là avec une patiente qui me disait « mais je suis en dépression, c'était grave. » Et puis, quand on a repris le sens du mot dépression, on lâche, quoi. On dépressurise. Et quand on a passé... Alors ça serait du lâcher-prise ? Non, c'est pas forcément du lâcher-prise. Mais on a le droit à un moment donné de s'effondrer et se dire on a tenu, ça fait cocotte minutes, et on soulève la soupape et voilà. Et on a le droit. Mais ça peut créer des angoisses que de se laisser aller, et puis tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir se laisser déprimer non plus.
C'est ça. Le lâcher prise serait peut-être là. Parfois, il vaut mieux avoir de l'agressivité, de la colère, tout ça, ça vient repousser le moment où on va se dire, en fait, ça va pas, quoi. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être en dépression. Les gens ne s'autorisent pas, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, je pense que structurellement, psychiquement, il y a des gens qui peuvent pas entrer facilement là-dedans. Enfin, on va pas faire un cours de psychopathe trop compliqué, Non, mais d'une certaine manière, on ouais. peut aussi se dire que parfois, on peut avoir un alibi, un sujet d'agressivité qui va nous faire avancer, puis le jour où ça s'arrête, on est en dépression. Donc, il y a des diversions qu'on fait pour pas ressentir la tristesse, pour pas ressentir les idées noires. Et l'hyperactivité peut amener à ça. De la même manière, classiquement, que quelqu'un va se mettre à s'éparpiller dans un milliard de choses. Puis un jour, vous lui dites, mais coupez vraiment votre portable, coupez vraiment votre télé, respirez. Et là, la personne vous dit, j'angoisse. Et puis finalement, en fait, derrière, elle se dit, je me sens inutile. Et puis finalement, ma vie, c'est de la merde. Et donc là, tout doucement, vous voyez qu'elle a mis en place des choses pour gigoter, pour pas couler. Elle a fait des mouvements dans tous les sens. Donc, d'une certaine manière, la dépression, il faut pouvoir, d'une certaine manière, accepter de traverser ce truc-là. C'est ça. Et c'est pour ça que je crois que là, 1 an et demi après, c'est hyper long, en fait. Les gens ont tenu sous pression en se disant, allez, c'est un mauvais moment à passer, on va y aller, on y est tous. Et en avant. Sauf que 1 an et demi, c'est long. Donc, aujourd'hui, oui, il y a des personnes qui ont bien traversé le confinement, qui ont dit ça va s'arrêter, mais à force d'attendre, l'effondrement, il est là. C'est très très long. Et Noël arrive et 75% des jouets ne seront pas dans les étagères chez Toys R Us ou chez Carrefour, puisque c'est bloqué en Chine. Donc on aura plein d'autres sujets très intéressants qui vont évoquer. Moi je retiens l'histoire de la fatigue, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, ce qui revient le plus pour cette rentrée, c'est des gens, on est à la rentrée, qui vous disent je suis épuisé. Ben oui. C'est pour ça, quand vous avez parlé des vacances, moi je vous ai dit, autour de moi, j'ai eu l'impression que j'étais pas le seul à pas me sentir ressourcé. Je n'entends que ça, déjà, des gens qui vous disent je suis épuisé. C'est pas normal à cette période de l'année. C'était pas des vacances, ou alors peut-être que j'y prête plus attention qu'avant, et que les gens sont tous épuisés à la rentrée. C'était des vacances peut-être aussi un peu particulières quand même aussi cette année, de se dire on part comme ça au pied levé, où on peut pas anticiper, on peut pas les préparer, on peut pas se dire qu'on va se mettre dans des bonnes conditions, à l'endroit qu'on souhaiterait, avec les personnes qu'on aimerait. Il y a la course au vaccin, et puis il y avait l'idée à un moment donné que ça allait repartir cet été, que les gens allaient partir en vacances vague. Et que ça allait exploser. Donc forcément, je pense que on est quand même sous tension. Il y a quand même, le plafond va tomber à un moment donné. C'est un peu ça l'idée qui est véhiculée. Donc, je pense que c'est compliqué après de se lâcher, de repartir égoïstement dans sa vie, parce qu'on doit penser aux autres, on doit penser à avoir son passe sur soi, on n'est pas d'accord avec un tel et un tel. Ça manque de légèreté quand même. Il y avait beaucoup de préoccupations dans la tête des gens. En vacances. En vacances, en fait. Ils étaient déjà préoccupés par beaucoup de choses. Ouais, les fournitures scolaires à penser, on les fait là, les magasins, ça va être ouvert, pas ouvert, j'y vais avec les enfants, pas avec les enfants, passe sanitaire dans les grandes surfaces ou pas. Enfin. C'est-à-dire que pour être en vacances, finalement, il ne faut pas être parasité. Enfin, pour récupérer, quoi. Il vaut mieux se retrouver, il vaut mieux que ce contexte il agisse de façon à ce qu'on oublie temporairement tout ça. Et c'est vrai que on n'a pas réinstauré les frontières entre départements, mais quand régulièrement vous avez une carte avec des couleurs, qu'on vous dit que là c'est reparti, etc., vous dites je vais partir en vacances à cet endroit-là, c'est compliqué. D'ailleurs les vacances, je crois, ont bien marché, mais au début des vacances, il y avait un manque de réservation partout et il y avait de la panique. Voilà. Avec en plus cette idée pour certains qu'il a fallu rester en France et pas partir à l'étranger. Parce que moi personnellement ça m'a pas posé question, mais j'en ai beaucoup qui m'ont dit on peut plus partir quoi en fait. On peut plus aller en Allemagne, on peut pas aller ici, on peut pas aller là, etc. Vous êtes resté en France de toute façon, Maximilien. Ouais, exactement. Mais plus loin. Voilà. Tout simplement. Donc, mais voilà. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire que tous ceux qui ont projeté de partir à l'étranger. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit je peux pas retourner voir ma fille qui est au Canada, je peux pas aller aux États-Unis, et puis c'est pas encore réouvert. Donc d'un seul coup, vous vous dites mais on a beau se dire qu'on est passé à autre chose, en fait, on n'est pas passé à autre chose. La liberté est quand même prise, et c'est pas qu'un problème franco-français. On peut pas sortir, on peut pas prendre l'avion, etc., etc. Quoi. Oui, et puis ça me fait penser aussi à un phénomène que je vois de plus en plus, c'est quand on demande en quelle année on était l'année dernière. Ouais. Et donc dans les chèques, alors, j'en ai beaucoup. En quelle année on était l'année dernière ? L'année dernière 2019. Ouais. Moi j'ai beaucoup de chèques où on m'a mis. Moi je me suis arrêté en 2019. J'ai beaucoup de chèques où on m'a mis 2020. Et les JO
les JO par exemple, Ah, les c'est banderoles, drôle, ça, ouais, c'était Tokyo Tokyo 2020. On est en 2021. Et donc ça c'est marrant parce que je pense que pour certains ils n'ont pas vu l'année passée, ils savent plus exactement ce qui Mais s'est ça, c'est passé. vrai, Donc c'est en fou, termes de ça. temporalité, Ah, c'est les fou. gens ont Ouais. peut-être l'impression, hein, je vais exagérer, mais un peu comme quand certainement en partie une sortie de coma, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que C'est-à-dire j'ai qu'on est raté, en- ça m'est passé sous la main. Maximilien, on est toujours en train de vivre 2020, c'est ça que vous êtes en train de me Peut-être. dire? Il y a une Peut-être. faille spatio-temporelle. C'est maintenant que vous le dites, Bah ouais, à la fin de l'émission. exactement. Voilà. Mais c'est bien, on est en train d'imaginer 2021. Quoi. C'est ça. On sera peut-être toujours en Voire retard. 2022. Est-ce qu'on peut 2023. récupérer du temps qu'on nous a volé en fait? Alors ça, c'est un vrai sujet. Ah bah voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Bah, c'est une proposition pour une prochaine Non, fois. il y a une chanson qui disait que tout le temps perdu ne se rattrape Rattrape plus. Comme le sommeil. Voilà, exactement. Non, Ouais. on a des dettes de sommeil. Merci Véronique, merci Maximilien d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous voyez la vidéo si vous vous demandez à quoi ressemblent Véronique et Maximilien sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.